Le 7 octobre 2023, le Hamas attaque Israël. Un an plus tard, en septembre 2024, Israël attaque le Hezbollah au Liban. Quel est le lien entre toutes ces entités? Pourquoi le Liban se retrouve au cœur du conflit israélo-palestinien? Et enfin, quelle est la portée géopolitique de ce qui se passe au Liban? C'est les questions que nous avons posées à François Costantini, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient et auteur du livre Le Liban, histoire et destin d'une exception. Le 30 septembre 2024, Israël attaque le Liban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment s'est retrouvé le Liban dans ce conflit? Alors, Israël n'attaque pas exactement le Liban, il attaque le Hezbollah. Il y a une différence notoire. Le Hezbollah n'est pas le Liban et le Liban n'est pas le Hezbollah. D'ailleurs, Israël l'a lui-même précisé et les Libanais également, dans leur majeure partie, en ont pleinement conscience. C'est-à-dire que le Hezbollah ayant rejoint le Hamas dans ce qui s'appelle, entre guillemets, l'axe de résistance à Israël, ayant d'ailleurs, au lendemain du 7 octobre, tiré quelques roquettes pour, en effet, peut-être amener les Israéliens à ouvrir un front nord, mais ce sont les intérêts du Hezbollah qui sont frappés. Même il y a un décalage avec la guerre de 2006, c'est qu'en 2006, il y avait des intérêts de l'État libanais qui avaient été frappés, notamment l'aéroport de Beyrouth, alors que là, cette fois-ci, véritablement, la guerre est circonscrite au Hezbollah lui-même. Et on voit d'ailleurs dans la population libanaise, chrétienne, sunnite, et même une partie de la population chiite, une hostilité véritablement au Hezbollah, qui lui reproche d'avoir entraîné le pays dans un conflit qui n'est pas le sien. Je rappelle que 72% des Libanais, en octobre 2023, dans un sondage crédible, refusaient que leur pays soit entraîné dans un conflit contre Israël. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre le Hamas, la Palestine, le Hezbollah et le Liban? Comment toutes ces entités se sont retrouvées mêlées? C'est simple. Dans le monde arabe, ou plutôt dans le monde musulman, celui qui tient l'étendard de la Palestine tient la rue arabe. Donc, en fait, le Hamas a été soutenu, années 90, années 2000, jusqu'en 2010 à peu près, par l'Arabie saoudite et par les États du Golfe. Sur la pression des États-Unis, l'Arabie saoudite a arrêté son soutien au Hamas et ce soutien a été relayé par l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran y trouve un intérêt, notamment avec la revendication de la Palestine, de Jérusalem, présenté comme le troisième lieu saint de l'islam. Et ensuite, il y a des liens également plus affinés. Le Hamas, on le sait, est une émanation des frères musulmans. Dès 1931, des prédicateurs sont envoyés d'Égypte en Palestine et il y a une filiation qui est prouvée entre les frères musulmans et le Hamas. Et on sait que les frères musulmans sont considérés comme des ennemis par les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie saoudite qui penche plutôt vers le wahhabisme, le takfirisme. Et par contre, les frères musulmans ont plutôt bonne presse avec l'Iran. On parle souvent d'axe iranien, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, la Syrie. Et on peut s'étonner que le Hamas s'inscrive comme la pointe, en fait, au Proche-Orient, en Méditerranée, de cet axe. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'accointances et il y a surtout également une logique, en quelque sorte, de revendication de la Palestine, de l'étendard palestinien aujourd'hui, qui est essentiel dans la stratégie iranienne. Concernant le Hezbollah et le Liban, est-ce qu'on peut faire un bond en arrière et reprendre un peu du début l'histoire du Liban et nous expliquer quel est ce pays, nous le décrire, quelle est sa géographie, quelles sont ses particularités? Alors, vous avez bien fait de parler de la géographie. Vous savez, Napoléon disait tout pays a l'histoire de sa géographie. Le Liban, c'est tout d'abord le mont Liban, c'est-à-dire c'est un pays particulier, une montagne assez élevée. Cornet al-Saouda, le point culminant, est à 3083 mètres. Et c'est une montagne qui a servi de refuge aux minorités de la région, singulièrement les chrétiens maronites, qui ont toujours été d'appartenance latine, rattachés à Rome. D'ailleurs, c'est une église qui n'a pas fait scission. Il n'y a pas de maronites orthodoxes ou catholiques. Il y a de maronites, point. C'est tout, qui sont rattachés à Rome depuis toujours. C'est un symbole d'ailleurs d'une certaine accointance avec l'Occident, des maronites. Alors, refuge notamment des maronites, mais refuge également des druzes, des chiites, des minorités persécutées par l'islam sunnite majoritaire dans la région. Donc, c'est ce mont Liban, cette société, qui est unifiée au XVIIe siècle avec un émir Fareddin, qui est un émir druze qui va se convertir au maronitisme, qui est un peu considéré comme le père fondateur du Liban moderne et contemporain. Cette terre également qui va résister au statut à la dimitude. Les maronites, pratiquement, ne vont jamais payer l'impôt. Ils vont pouvoir et vouloir notamment s'opposer notamment au statut de dhimmi. C'est extrêmement important. C'est une exception dans la C'est région. une exception dans la région. C'est ce qu'on appelle l'exception libanaise, justement. Et le fait que vous avez un pays quand même qui, même aujourd'hui, en dépit de la poussée islamique, de l'hémorragie des migrations qui
qui touche essentiellement les chrétiens, reste un pays avec un chef d'État, même si ses pouvoirs ont été édulcorés, qui est chrétien. Et en effet, on l'a dit, qu'en effet, que le fait que les chrétiens, il y a des chrétiens qui marchent la tête haute dans la région, servait d'espoir à l'ensemble des chrétiens de la région. Le Liban servait de phare aux chrétiens. La question est de savoir aujourd'hui où va ce pays, notamment sa composante chrétienne, qui lui a véritablement donné sa structuration. Alors justement, donc il y a cette particularité d'avoir une espèce de cohabitation entre des chrétiens maronites et des musulmans, en fait, tout simplement. Et en 1948, la guerre israélo-arabe pousse un grand nombre de Palestiniens à se réfugier au Liban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conséquences que ça a eu sur le pays? Est-ce que ça a déséquilibré justement cette relative paix entre chrétiens et Oui, musulmans? ça a eu des conséquences dramatiques parce que les Palestiniens qui ont plutôt été bien accueillis, notamment par les chrétiens, se sont comportés comme ils se comportent dans la plupart des pays, c'est-à-dire en mettant le pays à feu à sang. Ils l'ont fait en Jordanie, et ils l'ont fait au Liban, c'est-à-dire que, d'une part, ils sont comportés comme un État dans l'État. L'OLP s'est installé dans les années 60-70, son siège à Beyrouth. Ces miliciens pouvaient se promener partout en armes et terroriser la population libanaise, notamment la population chrétienne. Et puis un certain nombre de leaders musulmans sunnites ont essayé d'en profiter pour en faire une force armée, pour renverser notamment les prérogatives des maronites dans le pays. Et la guerre a explosé en 1975 à partir de là. Hein, c'est pas une guerre civile libanaise, c'est plutôt une guerre entre les chrétiens qui s'étaient unis, qui sont groupés ensuite avec les forces libanaises de Béchir Gemayel, et de l'autre côté l'OLP qui était aidé par les leaders sunnites. Il faut remarquer qu'à l'époque d'ailleurs, les leaders chiites sont restés à l'écart de la guerre de 1975. On va célébrer, si l'on peut dire, le 13 avril 2025, les 50 ans de la guerre du Liban. Ça fait un demi-siècle pratiquement que le Liban se trouve dans la tourmente. Et en effet, que la question palestinienne, c'est celle qui a déclenché véritablement la guerre du Liban. Et aujourd'hui, on est toujours d'ailleurs plus ou moins dans cette perspective des guerres du Liban qui ont suivi. Vous nous demandez régulièrement comment nous soutenir. Le moyen le plus simple, c'est d'abord de s'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste ici. Ensuite, pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez cliquer sur l'offre Rejoindre, qui vous permet, si vous le souhaitez, de nous faire un don mensuel selon le tarif qui vous convient le plus. Et enfin, et surtout, vous pouvez aussi soutenir Valeurs Actuelles par un don défiscalisé pour assurer la pérennité de notre ligne éditoriale. En effet, avec une réduction d'impôt sur le revenu de 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises, vous réaffirmez l'importance d'une presse libre qui ne se plie pas aux diktats financiers ni à la censure publique. Toutes les infos sont en description, alors surtout, n'hésitez pas. En 1982, Israël envahit le sud du Liban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pourquoi ils se sont sentis concernés par ce qui se Alors, passait au parce que Liban? d'une part, l'OLP, le Fatah, avaient des bases notamment où ils opéraient contre Israël régulièrement. Et à partir du Liban, l'OLP voulait véritablement prendre le Liban. Hein, Yasser Arafat disait la route de Jérusalem passe par Jounieh. Jounieh, c'est le cœur du pays chrétien au Liban. Et tout simplement donc parce que l'OLP était présent et qu'Israël a défini en 1982, après l'attaque de ses ambassades contre une de ses ambassades, a décidé par l'OLP, a décidé d'en finir. Et notamment, le but, c'était d'expulser véritablement l'OLP du Liban, ce qui a réussi puisque Yasser Arafat a été expulsé du Liban sous la couverture d'ailleurs des Français, faut-il le remarquer, et a installé ensuite son siège en Tunisie, ce qui n'a pas été d'ailleurs de tout repos pour les Tunisiens et l'État tunisien par la suite. Le but d'Israël, c'était en fait d'éliminer la menace palestinienne à ses frontières, ce qui a été fait puisque ensuite l'OLP n'a plus menacé Israël depuis le Liban. Et les Libanais dans tout ça, ils en pensaient quoi? Alors les Libanais, les chars israéliens ont été accueillis par des fleurs et des jets de riz, comme c'est la tradition de la région. Les Israéliens ont été accueillis en juin-juillet 1982 comme des libérateurs, parce qu'on les libérait notamment de la pression de l'OLP, du poids de l'OLP. Ensuite, les choses se sont passées plus difficilement, parce qu'Israël notamment a déclenché une guerre de la montagne entre Druzes et chrétiens, voulant favoriser notamment un canton druze autonome, pensant que les Druzes libanais et les Druzes israéliens c'était la même chose, alors que c'est pas du tout la même chose. Ensuite, les positions sont devenues beaucoup plus réservées à l'égard d'Israël, notamment de la part des chrétiens. Et ensuite, parce qu'on a pensé que Israël voulait en quelque sorte conclure à tout prix une paix avec la Syrie, et la condition de la conclusion de la paix avec la Syrie, c'était d'accepter la mainmise de la Syrie sur le Liban. Faute également d'Israël, puisque la mainmise de la Syrie sur le Liban
a eu une conséquence, c'est l'installation du Hezbollah. Hein, j'ai coutume de dire que le Hezbollah, c'est l'enfant que la Syrie et l'Iran, dans leur alliance, ont fait ensemble au Liban, sauf que l'enfant a échappé à pas mal de personnes, et en premier lieu notamment aux Syriens, surtout qu'en 2005, ils ont dû quitter le pays. Alors justement, vous l'avez évoqué, le Hezbollah à ce moment-là sort de l'ombre. Est-ce que vous pouvez nous dire, à ce moment-là, dans les années 80, qui sont ces gens et quel est leur but? Alors, en 1984, notamment plusieurs milliers de pasdaran iraniens arrivent au Liban et y implantent le Hezbollah. Alors, ils vont utiliser un certain nombre de scissions à l'intérieur des mouvements chiites, notamment le mouvement Amal, mouvement dit des hérités qui était dirigé par l'imam Moussa Sadr, qui a disparu de façon mystérieuse en 1978 au Liban, en Libye, mais vraisemblablement exécuté par les services secrets de Kadhafi, parce que c'était un leader chiite et c'était un service que Kadhafi rendait aux pays sunnites. En quelque sorte. Et ensuite, ils ont provoqué de façon artificielle un certain nombre de scissions au sein Amal islamique, et ils ont fini par implanter le Hezbollah, le parti de Dieu, véritablement, dans la foulée de la révolution iranienne. Et là, on a eu véritablement une courroie de transmission de l'Iran qui s'est installée avec notamment des leaders politiques et religieux, hein, Cheikh Hussein Fadlallah, puis Hassan Nasrallah, récemment tué dans un bombardement israélien. Et au fur et à mesure, à partir de la mainmise syrienne sur le Liban en 1990, le Hezbollah n'a fait que se renforcer. C'est-à-dire que la Syrie, en quelque sorte, tenu compte de son alliance avec l'Iran et a renforcé le Hezbollah en armement. L'Iran le finance à hauteur de 1 voire 2 milliards de dollars par an. Et le Hezbollah, c'est pas seulement des unités de combattants contre Israël qui sont installées, hein, ce sont également des centres sociaux, des hôpitaux, des écoles, des magasins, etc. C'est un véritable État dans l'État qui justement fait en sorte qu'il y ait une adhésion d'une partie de la population chiite dont il a fait sa clientèle. Si je comprends bien, le Hezbollah, en fait, a été créé par la Syrie et par l'Iran. Ils ont profité du ressentiment que certains Libanais musulmans pouvaient avoir contre Israël, en Alors, fait. en effet, il y avait l'occupation entre 1978 et 2000, il y avait une occupation israélienne au Liban Sud. Du jour au lendemain, en mai 2000, Israël, en 48 heures, a évacué le Liban pour des raisons stratégiques. Et le Hezbollah s'est attribué, par toutes les opérations qu'il menait contre la présence israélienne, la libération du Liban Sud. Et après ça, le pays n'était toujours pas en paix. Alors, le pays n'était pas en paix puisque l'occupation syrienne a perduré jusqu'en 2005. Hein. Il a fallu notamment l'attentat contre l'assassinat Rafik Hariri, qui a été commandité directement par la Syrie, on le sait. Hein. On sait que Bachar el-Assad lui-même aurait, d'après certains témoignages, directement donné l'ordre, mais également par le Hezbollah, puisque le tribunal de Nations Unies spécial sur le Liban a incriminé 4 personnes issues du Hezbollah dans l'assassinat de Rafik Hariri. C'était en quelque sorte un crime qui avait été organisé. Et à travers les manifestations monstres, on fait que la Syrie a quitté, en théorie, le Liban, en laissant en fait plusieurs milliers d'agents de ses services de renseignement, et surtout le Hezbollah qui tenait ses cartes. Et le Hezbollah, finalement, ne s'est pas contenté à terme de tenir les cartes de la Syrie, mais a tenu ses propres cartes. Et c'est le Hezbollah lui-même qui gère aujourd'hui stratégiquement le pays, puisqu'il est aujourd'hui, il dispose de ce qu'on appelle le monopole de la violence, qu'on oserait qualifier de légitime. On ne va pas aller jusqu'à l'aphorisme de Max Weber, mais c'est lui qui tient stratégiquement le pays. Comment on explique que justement le Hezbollah ait réussi à tenir le Liban? Comment on explique que les Libanais n'aient pas, après avoir éjecté Israël et la Syrie, ne se soient pas dit, bon allez, le Hezbollah, terminé, c'était gentil les garçons, mais maintenant... L'accord de Taïf en 1989 prévoyait le désarmement de toutes les milices, c'est-à-dire les forces libanaises, Amal, la milice chiite Amal, les forces libanaises et la milice chrétienne, le PSP, le Parti social progressiste de Jumblat, la milice druze, toutes ont remis leurs armes lourdes à l'armée libanaise, sauf une, le Hezbollah. Donc le Hezbollah, finalement, est devenu un État dans l'État armé, et puis progressivement a pris de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que le Hezbollah, notamment, s'est imposé dans l'État libanais, dans l'armée libanaise, dans les services de sécurité. Le Hezbollah est présent partout. Par exemple, la Sûreté générale du Liban, qui dirige les services de renseignement, qui contrôle les ports, les aéroports, est sous la coupe du Hezbollah. Hein, l'explosion du port de Beyrouth, justement, le Hezbollah est incriminé parce que Abbas Ibrahim, le directeur de la Sûreté générale du Liban à ce moment-là, est un homme du Hezbollah. Et puis, il y a eu alliance avec Aoun. Michel Aoun a été, vous savez, ce général entre 1988, 89, 90, qui a déclenché une guerre de libération contre la Syrie,
qui ne pouvait pas gagner, contre les circonstances d'ailleurs internationales à l'époque, qui s'est soldée par des milliers de morts et l'exil de dizaines de milliers de chrétiens. Aoun a été exilé en France de 1990 à 2005. Une fois rentré au Liban, pour des raisons d'ambition personnelle, il a pratiqué un renversement d'alliance et allié avec les chiites, parce que les chiites ont un poids démographique et électoral important. Et la conséquence, c'est qu'il a donné notamment au Hezbollah des postes clés dans l'appareil sécuritaire libanais. Voilà, donc le Hezbollah aujourd'hui, on le sait, est la seule force véritablement qui vaille. L'armée libanaise est ravalée au rang de ce qu'on pourrait appeler une super gendarmerie, au seul maintien de l'ordre. Voilà. Et alors, ce que vous disiez aussi, c'est que derrière le Hezbollah, il y a principalement l'Iran. Qu'est-ce que cherche l'Iran avec justement je sais plus comment elle s'appelle, ce Le croissant croissant justement, alors le voilà. croissant, l'Iran en quelque sorte, aujourd'hui, pour maintenir son régime, utilise des éléments de déstabilisation. Il y a le Hamas, hein, le 7 octobre. C'est que le 7 octobre, pour moi, le 7 octobre 2023 n'est rien d'autre qu'une volonté de renverser les accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords passés entre un certain nombre de monarchies du Golfe, d'autres pays, hein, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc est un peu plus loin sur l'échiquier, mais pour d'autres raisons, de renverser en quelque sorte ces États. Les accords d'Abraham étaient essentiellement vus au plan stratégique géopolitique dans ce qu'on appelle historiquement une alliance de revers. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est-à-dire en fait c'est une alliance qui est tournée contre Téhéran, c'est-à-dire une alliance entre Israël et les monarchies du Golfe. L'Arabie saoudite étant en toile de fond, hein, a donné bien sûr son accord, ne pouvait pas signer un tel accord à cause notamment de la question des lieux saints et de Jérusalem. Et en effet, cette alliance tournée contre Téhéran, Téhéran a voulu renverser en quelque sorte la table, notamment en actionnant le Hamas et le Hezbollah. Le régime iranien, qui est de plus en plus contesté, très impopulaire et honni par sa propre population, eh bien, utilise des éléments de déstabilisation dans la région, couplés notamment à son acquisition de l'arme nucléaire. Actuellement, pour revenir à l'heure d'aujourd'hui, dans cette guerre contre Israël, contre du coup le Liban, c'est donc contre le Hezbollah, enfin voilà. De qui doivent avoir peur les Libanais? Est-ce qu'ils doivent plutôt craindre Israël ou est-ce qu'ils doivent encore plus craindre le Hezbollah? Secrètement, un grand nombre de Libanais se réjouissent que le Hezbollah prenne des coups. Ça, c'est évident, hein, quand je m'entretiens avec plusieurs Libanais. Néanmoins, il y a quand même une situation d'insécurité, des bombardements, des dommages collatéraux qui peuvent les concerner. Mais ils craignent avant tout que le Hezbollah profite de la situation pour installer une véritable dictature et une vengeance, notamment contre les communautés chrétiennes et sunnites qui ne les soutiennent pas. C'est ça que craignent les Libanais. C'est-à-dire que véritablement, le Hezbollah, qui s'est déjà emparé du pays, s'en empare pour de bon. Puisqu'aujourd'hui, à la suite des bombardements israéliens, les militants du Hezbollah se sont disséminés dans toutes les régions, sunnites et chrétiennes, où ils étaient d'ailleurs très mal accueillis. Hein, dans la banlieue sunnite de Beyrouth, où ils sont passés faire des provocations, ils ont été frappés notamment par la jeunesse sunnite à Beyrouth, et ils sont très mal accueillis dans les régions chrétiennes, puisqu'on leur reproche de déstabiliser et de mettre le pays à feu et à sang. Ce que craignent véritablement les Libanais, c'est que le Hezbollah se retourne, qui est la seule milice armée, puissance armée, contre l'ensemble de la population libanaise. Et est-ce que on peut aujourd'hui imaginer que ce soit la fin du Hezbollah? Est-ce que c'est possible d'en arriver à bout? Ça me paraît en effet peu possible, même si aujourd'hui le Hezbollah a pris un certain nombre de coups, parce qu'ils ont quand même des missiles, ils ont des armes, ils ont des combattants armés. Ça me paraît difficile qu'on arrive à la fin du Hezbollah. Par contre, on voit en effet un changement de la classe politique libanaise. Najim Mikati, le Premier ministre, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de président depuis 2 ans, c'est le Conseil des ministres qui remplit la fonction de chef de l'État à titre transitoire, qui pourtant est très lié à la Syrie, c'est un proche de Bachar el-Assad, a dit qu'il fallait en finir avec l'ingérence iranienne. Donc en effet, cette classe politique libanaise, vous savez, qui a tendance à tourner dans le sens du vent, en général, eh bien, s'aperçoit que finalement, se lier au Hezbollah, penser qu'on va intégrer le Hezbollah dans les institutions libanaises, on ne libanise pas le Hezbollah, c'est plutôt le Liban qui est hezbollahisé ou iranisé par le Hezbollah. C'est le contraire qui se produit, et la population, la classe politique s'en aperçoivent aujourd'hui. Justement, en parlant de classe politique, on a un lien assez particulier et historique, nous, la France, avec le Liban. Est-ce qu'on a un poids dans ce conflit? Est-ce qu'on peut servir à quelque chose? J'ai coutume de dire que la France, d'Emmanuel Macron aujourd'hui, elle joue un rôle de collecteur de fonds pour la classe politique libanaise corrompue. Voilà.
Récemment, une conférence d'amis du Liban a été réunie. On a collecté de l'argent, mais où va aller cet argent? On a montré que aider le Liban, c'était donner des Danaïdes, que la classe politique libanaise, notamment le clan Nabi Berri, le clan Aoun, etc., ou d'autres, étaient surtout compétents en matière de corruption. On a vu que les aides de l'Union européenne disparaissaient au Liban. Un certain nombre d'usines de traitement des eaux n'ont jamais été mises en place, n'ont jamais été construites. Qu'aujourd'hui, la corruption a véritablement mis le pays sur les Libanais dans le fossé, hein, les a littéralement jetés à la rue, des glaces dans tous les sens du terme, et la France ne joue ce rôle-là, en quelque sorte. Je pense qu'il faudrait d'abord aider directement les institutions. Je pense par exemple à l'œuvre d'Orient ou d'autres institutions chrétiennes qui aident notamment aux écoles, aux Diplomatiquement, en réfugiés, aux fait, PG. on Mais peut rien faire. diplomatiquement, la France ne pèse plus grand-chose au Liban. Aujourd'hui, le Liban, c'est une affaire entre l'Iran, les États-Unis qui s'en désintéressent plus ou moins, et les monarchies du Golfe. Et puis Euh, derrière l'Iran, il y a potentiellement bah, les Russes. et ben, vous savez, les axes, en effet, la fracture géopolitique mondiale, on la retrouve au Liban, puisque je dis que derrière la Syrie, il y a l'Iran, derrière l'Iran, il y a la Russie, derrière la Russie, il y a la Chine. Même si le Liban est quantité, désolé de le dire, mais quantité négligeable pour la Russie, la Chine, c'est important pour l'Iran, notamment, entre autres. Et on a une population qui est plutôt hostile, notamment à la présence iranienne, à cet acte, et qui serait plutôt, dans l'ensemble, sunnite chrétien, proche des Occidentaux. Et le Liban a subi les axes régionaux depuis 50 ans et subit aujourd'hui les axes mondiaux. Selon vous, quel est l'avenir de ce pays? Bah, l'avenir est sombre, malheureusement, parce qu'il y a, vous savez, il y a des données en géopolitique, le pire n'est jamais sûr. Mais il y a deux choses qui sont certaines, c'est la puissance de feu, la démographie. Et la démographie, surtout, c'est l'hémorragie de la population chrétienne, et l'hémorragie de la population chrétienne, l'émigration de la population chrétienne vers la France, mais plutôt maintenant les États-Unis, le Canada, l'Australie, qui est alarmante. Et je pense que quand le pays se vide de ses chrétiens, eh bien, ce n'est plus tout à fait le Liban, c'est un appendice de la Syrie ou de je ne sais quoi, ou un pays arabe musulman comme les autres. C'est ça le problème. Le problème essentiel, en effet, c'est que ce sont les conséquences de ces conflits et la crise économique qui est dramatique, hein. Je rappelle que 60% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté reconnu par les Nations Unies, que les Libanais ne peuvent retirer que 80 $ par mois de leur banque, hein, une situation précaire. Ce pays qu'on appelait la Suisse du Moyen-Orient est en train aujourd'hui de devenir un des pays les moins avancés, un des pays les plus pauvres de la région, hein, par habitant. C'est là qu'est le drame, du fait de l'hémorragie notamment de sa population chrétienne qui lui apportait l'innovation, le progrès, l'investissement, la liberté économique.